plus encore que d'autres, parce que la République, elle n'est pas faite de la juxtaposition de communautés, elle est faite de l'intégration des communautés. Donc nous savons plus que d'autres que ça n'est pas la bonne solution. Alors, Michel Sapin, on se souvient d'un temps où la France, on faisait le procès aux socialistes d'être angélique. Hein, et donc, chez Emmanuel Valls d'être angélique. Non, bien sûr, c'était dans un autre temps. Mais quelle raison, dans le fond, à ce laxisme où, effectivement, les Belges ont peut-être confondu la tolérance avec un certain renoncement ? Vous qui avez été longtemps correspondant la Belgique, à cause de ses divisions communautaires, avait quasiment fini par théoriser l'absence d'État. Moi, quand j'y étais, il y avait en plus une forte communauté marocaine, immigrée, et ça se passait plutôt bien. Et donc, il y avait deux choses. Un, l'absence d'État, ça marche bien parce qu'on n'est pas capable d'avoir un État. Deux, on n'a pas d'émeutes comme en France, ni de friction communautaire. Et donc, tout ça fonctionne correctement. Le tout, c'est qu'effectivement, là, ça s'est fracassé sur les attentats. Ça commence avec les attentats du musée juif. Ça se poursuit avec les attentats de Paris. Et les Belges, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne supportent pas qu'on leur fasse le moindre commentaire. Michel Sapin, ses propos, oublions que c'est Michel Sapin qui les profère, ses propos sont assez justes. Je pense que les Belges ont été naïfs. Je pense que l'Europe, d'une manière générale, a été naïve. La Belgique, c'est un petit peu une Europe qui pensait que on pouvait vivre sans police, ouvert à tout vent, que tout se passerait bien. Malheureusement, avec le retour de toutes les guerres, tous les printemps arabes, le djihadisme, les guerres communautaires, l'Europe n'est pas équipée, n'est pas capable d'avoir une réponse pour cela. Comment a-t-on pu avoir pendant 4 mois Abdeslam qui est planqué à Bruxelles? C'est quand même un échec majeur. Quand on voit tous les cocoricots qui ont été faits le jour de son arrestation pour dire on l'a arrêté, c'est quand même absolument terrible. Alors le problème qu'il y a, je pense, c'est qu'on n'a aucune transparence sur les failles ou pas du renseignement ou de la police. Il n'y a pas aux États-Unis, après le 11 septembre, aux États-Unis on fait beaucoup d'erreurs, mais au moins ils ont fait des commissions d'enquête parlementaire, des vraies commissions d'enquête parlementaire. Moi, je ne sais pas si les services secrets français travaillent bien. Je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur travaille bien. Je ne sais pas si la DGSE travaille bien, parce que nous sommes en aveugle, nous ne sommes que journalistes et nous sommes soumis à un secret. Moi, je voudrais savoir qu'on fasse un vrai état des lieux. Est-ce que les Français arrivent à déjouer un nombre considérable d'attentats avec les Européens et donc ça fonctionne pas si mal, ou est-ce qu'on a des faillances totales? Et là, on n'a pas la réponse parce que personne ne veut donner la réponse. Et j'ajouterais sur la France... Personne ne la connaît. Personne ne la connaît, mais il faudrait faire une enquête. Jean-Marie, quand on voit sur les services secrets français, il y a eu la réforme faite par Sarkozy, poursuivie par Valls. Donc ni la droite ni la gauche n'ont intérêt à ce qu'on voit ce qui a dysfonctionné en France. Oui, à chaque fois, finalement, on s'aperçoit dans les journaux, le vôtre comme le mien, que finalement, on bénéficie de cette instruction qui semble être faite pour être violée et qui, de temps en temps, voilà, il y a les fadettes. On arrive, je sais que Le Monde a publié, notamment sous la plume de Soren Silo, il n'y a pas longtemps, des comptes rendus qui nous permettent de comprendre le mode opératoire des terroristes. Je pense par exemple au versement de Najim, quand Najim Lachraoui verse une certaine somme d'argent à la cousine d'Abaoud pour le planquer, on a le détail en lisant Le Monde, parce que voilà, il y a un avocat qui, voilà, il y a quelqu'un qui... On n'a pas le détail du fonctionnement institutionnel. Non, mais on a un certain nombre de renseignements, mais on les a un petit peu par des contacts, par un biais. En violant le secret de l'instruction. Voilà, on sent que ce fameux secret de l'instruction n'est là que pour être violé. Et malheureusement, cette transparence dont vous parliez n'existe pas. Mais je ne demande pas de transparence. Moi, je veux bien que la commission d'enquête parlementaire soit totalement à huis clos. Je voudrais savoir si ça marche. C'est ce qui est choquant, et là je vous rejoins totalement, c'est que la commission d'enquête parlementaire que j'ai appelée de mes voeux, j'ai même été auditionnée le 17 février, c'est les 2 séances qui ont été ouvertes au public et même transmises à la télévision. Pour autant, toutes les autres sont à huis clos. Moi, je veux bien croire qu'il faut faire attention pour que le secret de certaines institutions régaliennes ne soit pas diffusé. Mais pour autant, si les victimes... Et c'est en son nom que j'ai demandé l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire, c'est pour que cette opacité soit levée. Or, malheureusement, on en revient des commissions d'enquête parlementaire, et j'ai le regret de le dire, parce qu'on n'en sait pas plus. Si, on sait qu'ils se sont transportés sur les lieux du Bataclan, qui a beaucoup offensé les familles, parce que c'était pas à l'agenda, c'était pas prévenu, on les a pas préparés. Vous savez, les victimes pleurent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils attendent de Salah Abdeslam, d'ailleurs, les victimes aujourd'hui, les familles des victimes? Ils attendent quoi de lui aujourd'hui,
Écoutez, c'est connaître certaines vérités qui ne sont toujours pas connues. Aujourd'hui, les victimes ne sont toujours pas reçues par le juge d'instruction. Ils attendaient beaucoup de la commission d'enquête parlementaire. Ils me le disent et ils m'avouent qu'ils sont vraiment déçus parce qu'ils n'ont pas pu apprendre des choses. Et c'est sûr que ce n'est pas... nous avons un système français bien rodé, mais on aurait aimé, peut-être à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, qu'on puisse savoir, parce que là, il y a 130 morts. Il y a eu beaucoup de victimes. Moi, j'ai un client qui sera encore hospitalisé pendant 9 mois. J'ai des clients qui ne peuvent plus vivre de la même manière. J'ai un enfant qui ne peut plus porter dans ses bras une fille qui a 1 an. Vous vous rendez compte, c'est toutes ces vies qui sont brisées et on ne peut pas. On nous dit qu'on ne peut pas connaître la vérité. C'est ça ce qu'attendent là les familles. Que Salah Abdeslam soit remis aux autorités françaises, c'est très bien, mais est-ce qu'on saura un jour la vérité? La question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que Arnaud parlait tout à l'heure des services français. En effet, on ne sait pas si la réforme qui a été faite a été pertinente ou pas. On ne sait pas si on évite beaucoup plus d'attentats qu'il n'y en a. En effet, la question, c'est comment on s'organise et comment s'organise l'Europe elle-même. Puisque un certain nombre de gens sont en train de découvrir qu'on a besoin de l'Europe, qu'on aurait besoin de l'Europe. Est-ce qu'elle est en état ou est-ce qu'il y a des choses à faire qui notamment le fameux PNR. Il paraît que le PNR, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ce qu'on nous explique désormais. Oui, c'est parce que les adversaires du PNR ne peuvent expliquer. Mais enfin, c'est un instrument de suivi au moins et de contrôle aux frontières. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire qui soit urgent? Moi, je pense qu'il faut changer de mode de pensée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le bricolage, la coordination, les petites choses, les petits pas, ça ne suffit pas. Il y a un moment où il faut faire un saut. Alors, on avait eu ça après le 11 septembre. Les Américains ont totalement changé. Ils ont eu leur Patriot Act en 6 semaines. Je ne défends pas le Patriot Act, mais au moins, ils ont pris les moyens de leurs ambitions. Trop, mais ils ont réagi. Ils ont dit, le monde a changé, nous changeons. Les Européens, à l'époque, avaient adopté tout d'un coup le mandat d'arrêt européen qui va nous permettre de récupérer Abdeslam sans qu'il fasse des années de procédure. Là, je pense qu'il y a un moment où il faut décider des choses plus profondes. Je prends quelque chose de moins polémique, qui est la police aux frontières pour garder les frontières de l'Europe. Les Grecs n'y parviennent pas, les Italiens n'y parviennent pas, nous-mêmes n'y parviennent pas. Je ne vois pas pourquoi une police fédérale, même avec des fonctionnaires nationaux, ne peut pas exister. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir d'une manière ou d'une autre un FBI européen. Je ne vois pas pourquoi la défense européenne, on ne cesse de dire c'est impossible. Le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux parce que toute une partie de l'opinion considère que ce qui va mal, c'est la faute de l'Europe, dénonce aujourd'hui l'Europe comme étant inactive. Sauf que l'Europe, sur ces terrains-là, n'existe pas par la volonté des gouvernements. Exemple, le renseignement. Par définition, le renseignement, c'est l'arme absolue de la souveraineté. Donc, d'où la difficulté des services de coopérer les uns avec les autres. Alors qu'en même temps, on voit très bien que seul, on n'y arrivera pas. Et donc, ce genre de saut-là, bonjour, si on veut y arriver, parce que on va pas y arriver. En termes de malheureusement convaincre l'opinion que c'est nécessaire. En plus, l'Europe n'est pas une. Par exemple, l'obsession des Polonais aujourd'hui, ce sont pas les attentats à Bruxelles, c'est les Russes, c'est la pression militaire des Russes. L'obsession des Italiens et des Grecs, ce sont les flux de réfugiés, ce sont pas les attentats. Encore que demain, ça viendra avec la Libye, puisque vous en parlerez sûrement, mais Daesh est en train maintenant de s'installer. C'est la colonie, c'est la première colonie de Daesh, en Libye, donc du coup le danger va être immédiat. Et chacun, si on les prend les uns après les autres, donc en dehors du cœur de l'Europe, c'est-à-dire France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, qui sont évidemment les plus concernés, les autres, ce sera difficile. Alors on va parler des objectifs avec Régis dans un instant de Daesh, mais je voulais juste vous poser une question. Après Charlie, les attentats de novembre, c'est vrai que les Français ont préféré la fraternisation, dans le fond, à la ratonnade. Mais vous écrivez dans votre édito du Monde daté donc d'hier que la crispation des populations risque de devenir grandissante. Et même si nous ne tombons pas effectivement dans le piège de la guerre civile, ce qui est sans doute l'objectif de Daesh, eh bien, la colère risque de se traduire dans les urnes. On l'a vu en Allemagne. Mais on l'a vu en France aussi. Oui, et on le voit en France aussi, bien évidemment. Il faut oublier quand même qu'après le 13 novembre, après le discours de François Hollande, tout le monde est debout et l'applaudit, il y a les élections régionales avec le score inégalé du Front National. Même s'ils n'ont pas eu de région, c'est quand même une poussée énorme. Quand on voit en Allemagne, après l'accueil très généreux des Allemands, l'implication personnelle des citoyens, il y a quand même l'alternative für Deutschland, donc l'extrême droite, qui fait 15% à peu près dans 3 régions. Pierre Lelouch, qui a des défauts et des qualités, disait on a une course de vitesse entre la démocratie et cette crise des migrants. Je pense que c'est assez vrai, donc faire très attention. Je pense que
plus il y a des attentats, plus les gens voudront des solutions autoritaires. Il suffit de voir M. Trump, qui est en train de remporter au moins la primaire aux États-Unis, qui dit il faudrait torturer ces gens-là, il faudrait faire du waterboarding. Il dit si j'avais été au Bataclan, moi j'aurais eu un arme et j'aurais tué les méchants. Cette envie face à la peur est très dangereuse pour nos sociétés. Donc c'est pour ça, moi je pense qu'il faut une solution et pas faire des petits chichis. Du bricolage. Du bricolage. Bon alors Jean-Marie dit que ce n'était pas possible. Non, je souhaite que ce soit possible, mais je veux dire, il faut un choc dans l'opinion. Enfin, il faudrait que les politiques fassent une vraie pédagogie dans ce domaine et qu'il y ait des actions spectaculaires au niveau européen pour convaincre qu'en effet tout ça est nécessaire. La police aux frontières, c'est quand même le b.a.-ba et c'est quand même la première chose. Donc le fameux fichier que le Parlement européen tarde à voter, il faudrait peut-être se décider à le voter. Mais il faudrait expliquer ça aux écologistes. Pour revenir à l'objectif de Daesh, c'est bien la fracture qu'il cherche et la division qu'il cherche dans nos démocraties. Dans nos sociétés. À les faire vaciller. Alors, Daesh, il y a plusieurs objectifs. Ils ont instauré ce califat donc, qui de façon symbolique en enlevant la ligne tracée par les anciennes puissances coloniales, la fameuse ligne Saez-Picot, qui datait de 1916, pour montrer que les frontières n'ont pas de sens pour eux. Il s'agit de rassembler l'Oumma, la communauté des croyants, et que, en fait, dans un premier temps, d'encourager les fidèles à venir sur la terre de l'islam, Dar al-Islam, comme ils disent, faire le djihad, combattre, et ensuite, après, s'étendre. C'est le principe de Daesh, c'est s'implanter et s'étendre. C'est leur ligne directrice. Ils l'ont toujours dit. Donc, ils vont faire un petit peu feu de tout bois dès que... Il y a eu plusieurs aspects dans le djihad. Vous avez eu l'époque Ben Laden qui promettait un côté une internationalisation du djihad avec des groupes, je dirais, franchisés d'Al-Qaïda qui opéraient un peu à droite à gauche. Et puis vous avez la branche inspiré au départ par Abou Moussab al-Zarqawi, qui était donc le leader de l'insurrection en Irak, qui est le père fondateur véritablement de l'État islamique, qui lui prônait justement l'enracinement. C'est ce qui a donné l'État islamique, le califat, et ensuite on s'étend. Donc il y a deux conceptions. Maintenant, aujourd'hui, l'idée pour eux, c'est très clair. Ce qui est intéressant avec l'État islamique, c'est que tout est écrit et tout, d'une certaine façon, a été dit. Ils ont un de leurs théoriciens aussi, un type très important chez eux, qui s'appelle Abou Moussab al-Souri, qui, lui, a écrit, il a dit, ne vous attaquez pas aux États-Unis, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, il y a trop de sécurité. Attaquez-vous au ventre mou. Le ventre mou, le ventre mou, c'est nous. Et pourquoi pas l'Italie? Enfin, est-ce que l'Italie, par exemple, est visée? L'Espagne, pourquoi? C'est quoi les pays cibles? Symbolique, l'Italie, Rome, ils ont dit, ils ont dit nous irons un peu à la façon des conquérants du Moyen-Âge, nous déferlerons sur Rome et nous Parce qu'il faut peut-être préciser que sur le terrain, Daesh recule, sur le terrain, le cœur du terrain. En revanche, ils poussent leur ramification jusqu'en Libye. Et en Libye, là, le danger va être une base arrière. À la frontière de la Tunisie, d'ailleurs. Immédiat pour la Tunisie, évidemment, ça se voit tous les jours, mais aussi pour l'Italie. Et donc, je pense qu'il y aura là, pour le coup, une riposte militaire. C'est vrai que ceux qui étaient... Par exemple, l'Italie a été très... Comment dire très passive quand la France en a appelé à la solidarité des Européens. Les Allemands ont répondu, d'autres ont répondu, les Britanniques ont répondu, les Italiens sont restés un peu dans... Ça va changer de nature, là, parce qu'ils vont avoir besoin qu'il y ait une action militaire en Libye très vite. Ce que je trouve très surprenant, c'est que, sur la Libye, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, alerte depuis un an. Depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, on sait ce qui va se passer, et pourtant, on ne fait rien ou pas grand-chose. De même que sur la Syrie, il faut reconnaître que les autorités ont dit depuis 3 ans à peu près, il y a plein d'Européens qui vont en Syrie, ils vont revenir, ça va être la catastrophe, et donc on a une bombe à retardement devant nous. Et on attend qu'elle explose ou pas, je ne sais pas. Alors il paraît qu'on a des forces spéciales plus ou moins actives. Le problème dans lequel on est aujourd'hui... Est-ce qu'il y a une peur de ne pas voir les choses On a une coalition, une coalition qui a été menée, qui a commencé en août 2014, qui a décidé d'opérer avec les bombardements aériens pour la plupart des grandes puissances, aidés à terre avec un certain nombre d'acteurs qui sont les Kurdes en Syrie, Kurdistan. D'une certaine façon, on laisse Bachar el-Assad de son côté, mais bon,
on ne veut pas le considérer comme un allié, mais de facto, il lutte contre l'État islamique. En ce moment, aujourd'hui, l'armée syrienne est en train de lutter contre l'État islamique et presque de conquérir Palmyre, et les Kurdes sont à une quinzaine de kilomètres de Raqqa. Donc, ce que vous disiez est exact, mais c'est très inquiétant. C'est-à-dire, l'État islamique est depuis un an environ dans une position défensive. Il n'a plus de victoire spectaculaire. Son mode de fonctionnement, comme je disais... Il y a une perte de vitesse sur le terrain. C'est l'effet spectaculaire. C'est-à-dire l'effet Ramadi, l'effet Palmyre, l'effet Mossoul. À chaque fois, la conquête de l'État islamique a été quelque chose, évidemment, qui l'a propulsé sous les feux des médias, et ils ont besoin de ça pour pouvoir entretenir la machine. Le problème, c'est que quand ils ne peuvent plus avoir de victoire militaire, ou en tout cas qu'ils ont en face d'eux des acteurs qui au départ les combattaient imparfaitement, mais qui aujourd'hui sont devenus très bons. Ils ont le monde entier contre eux, ils sont obligés peut-être de se détourner, et d'une certaine façon, on peut penser que le 13 novembre est peut-être un signe de faiblesse de l'État islamique, c'est-à-dire de déporter l'attention en France dans là où ils peuvent frapper, et où c'est plus facile pour pouvoir continuer de recruter, car la clé pour eux, c'est le recrutement, et notamment le recrutement international, qui est lié à l'impact de leurs opérations. Et plus il y a d'attentats, plus il y a de morts, et plus il y a de chaos, ils ont l'espoir de recruter. C'est ça qui est divisé. Ils visent la guerre civile pour ensuite arriver, évidemment, comme... Samia Maktouf, je reviens donc à ce que vous décriviez, des petites frappes, genre Salah Abdeslam, où les frères Bakraoui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui tire les ficelles dans le fond? Parce qu'ils sont pas tout seuls livrés dans la nature. Alors, est-ce qu'ils leurs commanditaires sont réellement en Syrie ou plus loin, ou en Irak, ou je ne sais où, ou bien il y a des cellules salafistes dormantes qui les manipulent? Ce qui est certain, c'est que nous avons affaire à des réseaux très bien organisé et tentaculaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce que l'attentat du 13 novembre n'est que le réceptacle de plusieurs frappes terroristes, en partant de l'affaire Mera, en passant par Charlie, par l'hypercachère. Aujourd'hui, nous retrouvons les mêmes protagonistes. Nous retrouvons une connexion claire. Si elle n'est pas directe, elle est indirecte. Et quand on dit que la frappe du 13 novembre est peut-être un signe de faiblesse de Daesh, je ne le pense pas ainsi. En tout cas, ce n'est pas perçu comme ça, parce que malheureusement, même si il y a une manifestation de faiblesse de Daesh, les frappes tentent à mettre à genoux, pour reprendre les termes de Mohamed Merah, et on tente à mettre à genoux la France, parce qu'il suffit de créer cette peur pour qu'on ait peur de tout le monde. Ça avait été une erreur, c'est-à-dire que les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, on assassinait des dessinateurs qui avaient bafoué le prophète, et des juifs, tandis que là, ils ont tué tout le monde. Donc, au contraire, est-ce qu'ils n'ont pas, par erreur, recréé une cohésion nationale? Moi, je trouve, par exemple, qu'en France, la situation de la société est finalement, vu le contexte, assez raisonnable. Il n'y a pas de représailles, il n'y a pas de ratonnade, il n'y a pas d'affrontement. Bien sûr, il y a des actes anti-islamistes, mais pas tant que ça. Ça se tient bien encore. En revanche, dans l'esprit public, la réaction vis-à-vis de la Belgique n'est plus du tout la même. Il n'y a pas la solidarité internationale qu'il y a eu vis-à-vis de la France. Il y a eu un déferlement, au contraire, de prise de parole des principaux leaders populistes qui se sont mis à critiquer, à attaquer, etc. Pas que populistes, non, bien sûr. Mais exactement, voire même Michel Sapin, d'une certaine façon, parce que au lieu de cette solidarité, de faire bloc, on commence à mettre en cause, on dit oui, alors ce qui sont probablement des choses vraies, mais en même temps, c'est pas le moment. Mais en même temps, donc, ce qui était le réflexe dont tu parlais tout à l'heure, existe moins, me semble-t-il, au secours de la Belgique. Ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à 2012, où on était réellement dans des attaques ciblées, c'était nos militaires, nos soldats, c'était des enfants juifs dans l'école à Ozaratora, c'était un enseignant. Donc, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans des attaques de masse. Alors, est-ce un signe de faiblesse? Mais en tout cas, plus on fera des morts, plus on créera cette terreur dans la société civile. Est-ce qu'on peut criminaliser est-ce qu'il y a un moment où on pourra criminaliser le salafisme?
aujourd'hui en France, par exemple? Écoutez, c'est des actes criminels aujourd'hui. Non, mais criminalisés. Non, mais vous posez une question. Avant qu'il attaque, bien évidemment. Alors, vous posez une question que nous sommes en train de poser non seulement à nos parlementaires, mais également aux juges, qui consiste à savoir à quel moment on peut judiciariser ce qu'on appelle un dossier ou une personne qui est surveillée, fiche S. Et ça, c'est une question qu'il faudrait à un moment donné se poser et répondre en dehors de toute situation de circonstances. Il faut réfléchir à quel moment on doit judiciariser un élément en phase de devenir... Ça, c'est peut-être les progrès que la justice a à faire, justement, pour trouver les fameuses solutions. J'aimerais poser une dernière question à Régis Le Sommier. Est-ce que, Arnaud le disait, il n'y a pas eu de ratonnade, les Français ont été, et même les Belges, on préfère fraterniser plutôt qu'aller casser la figure à la communauté musulmane. Mais est-ce que, dans un autre sens, il ne pourrait pas y avoir une rupture entre Daesh et la culture et la communauté musulmane aussi, qui à un moment va se rebeller parce qu'elle en aura marre d'être que les gens, dans le fond, au bout d'un moment, mélangent tout. Puisque ça n'a pas il y a eu la Corse, ok. Les musulmans ne s'identifient pas en Daesh. Il y a suffisamment d'imams en France qui parlent et qui parlent à leur communauté dans le sens des valeurs républicaines, du refus de la violence, etc., pour qu'on ne fasse pas comme si ces gens-là n'existaient pas. Ils sont quand même la majorité des musulmans. Mais est-ce qu'à un moment, il va y avoir une rupture entre... C'est une minorité qui s'identifie et qui explique des actes criminels via l'islam. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et les minorités musulmanes, on n'échappera pas à un moment... Je parle dans le monde, pas en France. J'entends bien. Je pense qu'on n'échappera pas à un moment à ce que la communauté musulmane soit un peu plus... audible là-dessus. C'est-à-dire que malheureusement, le fait de dire oui, ils ont kidnappé l'islam, ils en ont fait quelque chose, une perversion. Moi, je dis que Daesh, c'est une perversion de l'islam. Là, j'ai vu l'autre jour, c'est passé inaperçu. L'AFP a dit que la mosquée d'Al-Azhar, qui est le centre de l'islam sunnite, avait condamné les attentats. Mais ça, il faudrait que ça soit un peu plus... Voilà. Il y a beaucoup d'actions de la part des musulmans pour justement dire que c'est pas au nom de l'islam. Mais ça fait pas ça n'intéresse peu les médias. Merci. Tout à fait. Merci à tous. Merci à tous. On est obligé de rendre l'antenne. Suite de l'information. Et on se retrouve très vite sur France 24. Merci. Merci à vous tous. Merci Jean-Marie. Merci. À la semaine prochaine.